Donc, je recommence. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Dr Hortensia Mircescu, je suis un endocrinologue. J'ai l'honneur de modérer cette soirée qui vous est dédiée. On est bien content de vous voir en présence et bonjour à ceux qui sont à distance. Vous voyez ici sur la première diapo, on va avoir quelques membres de l'équipe qui vont faire des présentations plus formelles. Mais on tient à vous dire que c'est toute l'équipe qui vous souhaite la bienvenue. Nous sommes une équipe qui est composée d'endocrinologues, de chirurgiens, oncologues, d'ORL, de radio-oncologues, d'oncologues médicaux, radiologistes et tous les autres professionnels aussi, nos infirmières pivots, les orthophonistes, les psychologues. Donc, tous ces gens-là sont à votre disposition pour vous guider et vous aider. Nous sommes là, on espère, du début à la fin, sur votre chemin qui peut être plus court ou plus long, mais toujours là, essayez de vous supporter, vous surveiller, vous renseigner et trouver des solutions qui sont acceptables pour tout le monde et dans le bon sens. Donc, c'est sûr que la soirée est un petit peu pas assez longue pour pouvoir vous parler de tous les aspects du cancer de la thyroïde. Ce soir, on a choisi quelques sujets qu'on espère vont répondre aux besoins de plusieurs ou peut-être de tous. Donc, on va commencer par Dr Rondeau qui va parler de la surveillance active. Qu'est-ce qu'on veut dire par surveillance active? Pour qui, quand, comment? L'étendue de la chirurgie puis la gestion des complications par Dr Frédéric Mercier. Les traitements pour les cancers thyroïdiens avancés qui va revenir à Dr Lemieux en nous en jaser. Nous avons avec nous Mme Chloé Jalbert, qui est une de nos patientes partenaires, qui va vous parler un petit peu de son parcours, puis qu'est-ce que ça veut dire un patient partenaire, puis comment on bénéficie grandement de leur aide. Et à la toute fin, pour ceux qui sont dans la salle, vous allez avoir des micros, vous pouvez vous avancer pour poser les questions. Il va y avoir un panel d'experts où les 3 présentateurs vont être là. Moi, je vais être là aussi pour lire les questions qui vont arriver sur Facebook. Dr Christopoulos, malheureusement, les docteurs ne sont pas à l'abri de petits pépins médicaux, donc il ne peut pas être présent, mais on va répondre. Il m'a donné la permission que je réponds en son nom, avec le bémol que vraiment les endocrinologues, les oncologues, nous ne touchons jamais à un bistouri. Juste 2 minutes pour vous dire que nous sommes nombreux, on voudrait déclarer nos conflits d'intérêts. Nous sommes dans un centre universitaire. On a déjà participé à des comités aviseurs, à des représentations en votre faveur pour faire accepter des médicaments. Donc, on a listé les compagnies avec qui on a fait affaire, puis les organismes gouvernementaux. Je voudrais prendre 2 minutes pour remercier nos 2 partenaires qui sont Ipsen et Eisai, qui nous ont permis de vous offrir cette soirée puis la rendre un petit peu plus agréable, surtout pour la fin de la soirée, parce qu'ils n'ont pas eu aucune contribution aux côtés des scientifiques de la soirée. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Dr Rondeau à monter sur scène pour vous parler de la surveillance active. Bon, merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être ici pour vous parler ce soir. Puis je suis contente de reconnaître plusieurs visages dans la salle. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va parler de la surveillance active du cancer de la thyroïde, comment on fait ça, qui on choisit, puis quand on le fait. Fait que le cancer de la thyroïde, là, pour les gens néophytes, là, la thyroïde, c'est une petite glande à la base du cou en forme de papillon. C'est pour ça qu'on choisit souvent le papillon comme symbole de la thyroïde. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'incidence, le nombre de cancers de la thyroïde qu'on trouve depuis les derniers 30 ans a beaucoup, beaucoup augmenté, là, comme vous voyez ici sur le graphique, là, avec l'inflexion autour des années 1990-1995. Notre type de cancer de la thyroïde le plus fréquent, c'est le cancer papillaire. Et c'est celui-là qui a augmenté le plus, ce que vous voyez dans le graphique à votre droite. Donc, c'est celui-là qui a beaucoup augmenté. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand on regarde le graphique, vous voyez la ligne bleue dans le bas du graphique, ça, c'est le taux de mortalité relié au cancer de la thyroïde. Puis celui-là, il n'a pas bougé dans les derniers 30 ans. Donc, malgré le fait qu'on en trouve de plus en plus,
le risque de mortalité reste faible et stable dans les derniers 30 ans. On pense que, on détecte plus de cancer de la thyroïde. Ça correspond au moment aussi où la radiologie diagnostique là, a pris son essor. Là. Fait que, les gens ont des scans, ont des IRM, ont des PET scans pour d'autres raisons que le cancer, que la thyroïde. Là, puis on trouve des nodules de la thyroïde à ce moment-là, et certains sont des cancers. Fait que c'est un peu comme ça qu'on détecte par hasard les cancers de la thyroïde. Fait que vous voyez qu'effectivement, on les détecte par hasard, puis c'est des petits nodules le plus qu'on détecte qui font augmenter le nombre qu'on trouve. Fait que c'est surtout les nodules là, en bas de 2 cm. Parce qu'effectivement, avec nos mains, on n'est pas super bon pour palper des petites affaires comme ça. Fait que c'est souvent donc découvert sur une imagerie faite pour d'autres choses qu'on découvre les cancers de la thyroïde. Puis, c'est la même chose au Canada. Là, je vous montrais des chiffres américains. Au Canada, c'est la même chose. Ça, c'est les dernières statistiques de la Société canadienne du cancer en 2023. Puis la ligne verte pleine que vous voyez plus à droite, bien, vous voyez la même augmentation du nombre de cancers de la thyroïde qu'on trouve. C'est un cancer qui touche surtout les femmes, mais on voit ici que ce n'est pas juste chez les femmes qu'on trouve des cancers de la thyroïde. Alors, cette augmentation du nombre-là nous a poussé la communauté scientifique à voir si on faisait bien, puis si on pouvait faire mieux. Parce que si je vous avais parlé du cancer de la thyroïde il y a 30 ans ici, ou il y a 15 ans ici, on aurait dit, bien, c'est assez facile, là, on traite tout le monde de la même façon, on fait une thyroïdectomie totale. Fait qu'on enlève la thyroïde à tout le monde, puis on traite avec notre traitement qu'on a de disponible pour le cancer de la thyroïde, qui est l'iode radioactif. C'est plus exactement ça qu'on fait maintenant, parce qu'on a réalisé effectivement que ce qui était peut-être plus important pour moduler notre traitement, ce n'était pas le risque de mortalité, parce que vous avez vu qu'il est quand même stable et faible, mais c'était plus le risque de récidive. Fait que pas tous les cancers de la thyroïde sont faits égaux au niveau du risque de récidive. Fait que ça nous a amené à proposer des soins plus personnalisés à nos patients. Fait qu'il n'y a plus le one size fits all où tout le monde est traité de la même façon. Puis ça a été introduit, dans notre société savante, c'est l'American Thyroid Association. Eux, ils émettent des lignes directrices qu'on tente de suivre pour le traitement. Puis en 2015, c'est un peu là que s'est amorcé ce changement de paradigme-là. Fait que, c'était de trouver le bon traitement au bon moment pour le bon patient, puis il peut être différent pour chaque patient selon son risque de récidive. Fait que ça a commencé, cet essor-là a commencé en faisant des chirurgies peut-être moins étendues que d'enlever la thyroïde au complet. Je ne toucherai pas beaucoup à la chirurgie. Là, mon collègue Dr Mercier va vous parler de la chirurgie plus longuement tout à l'heure. Mais quand même, quand les lignes directrices ont été publiées en 2015, ils ont fait un sondage aux États-Unis, puis ont vu que les chirurgiens ont adhéré à ça quand même. Là, il y avait moins de thyroïdectomie totale, puis on allait plus vers des chirurgies moins étendues, comme enlever la moitié de la thyroïde pour des cancers qui étaient à faible risque de récidive. Fait que vous allez en apprendre plus longuement sur ça. Fait qu'on a commencé à faire moins dans la chirurgie, puis ensuite on s'est déplacé à faire moins de chirurgie. Fait que c'est ça la surveillance active. C'est un concept introduit au Japon dans les années 1990, où au lieu d'opérer les petits cancers papillaires, on les observe. Ça vient du fait, là, comme je vous disais, qu'il y avait peu ou pas de mortalité associée au cancer de la thyroïde papillaire et qu'il y a quand même de la morbidité et des risques associés à une chirurgie. Fait qu'on s'est rendu compte que peut-être que des fois, on soumettait nos patients à des risques d'un traitement versus les risques de leur maladie qui n'étaient pas si élevés que ça. C'est sûr que la surveillance active ne veut pas rien faire. En fait, on fait quelque chose, on surveille, puis si ensuite il y a une augmentation de la taille du nodule ou il y a quelque chose qui change, il y a une apparition de ganglion, bien, ça sera toujours le temps de faire une chirurgie, puis donc de changer notre surveillance active au traitement chirurgical.
Mais comme je vous disais, c'est plus les Japonais là, qui ont amené ce concept-là en premier. Fait que, autour des années 1990, là, ils ont commencé à faire ça puis à observer leurs patients qui avaient des cancers papillaires de moins de 1 cm. Ils ont suivi pendant plusieurs années, là, puis des 1000-1200 patients. Il y a aussi un petit pourcentage qui ont opté pour la chirurgie. Puis ça, c'est important de le dire parce que c'est sûr qu'on peut offrir la surveillance à un patient, mais la préférence du patient entre tout le temps en ligne de compte, puis en fait, c'est la chose la plus importante. Si les patients choisissent autrement ou changent d'idée, il y a toujours lieu de faire la chirurgie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude-là, il n'y a eu aucun événement adverse. Fait que pas de métastase à distance, pas de décès. Fait qu'on trouvait que c'était une façon de faire quand même sécuritaire. Les Américains ont aussi fait un peu la même chose, là, plus récemment, des cancers jusqu'à 1,5 cm. Ils ont suivi leurs patients. Ils ont vu qu'il y a un certain pourcentage que le nodule va augmenter en taille, puis peut-être qu'on va faire quelque chose à ce moment-là. Mais encore une fois, pas de métastase à distance, pas de décès, pas de plus d'envahissement des ganglions. On emboîte le pas au Canada aussi. Fait qu'au CHUM, en collaboration avec Toronto, le Princess Margaret Hospital, nous aussi, on fait une étude qui est en cours. On est en train de recruter des patients pour ça, donc pour surveiller les petits cancers papillaires de moins de 2 cm. Fait que de nos patients là, qu'on randomise, en fait, il y a un groupe qui va être opéré, un groupe qui va être surveillé, puis on va avoir des données à la fin de quelques années là-dessus. Le groupe américain qui a observé ces patients sur quelques années a aussi publié récemment, puis ils ont en fait regardé une portion, 39 patients qui ont opéré après une surveillance active. Fait que soit que le patient avait changé d'idée, soit que le nodule avait grossi, soit qu'il fallait donc opérer. À 39 autres patients qui, eux, avaient été opérés au moment du diagnostic, là, je sais que j'ai un cancer papillaire, je suis opérée maintenant. Puis ils ont vu que finalement, qu'on opère avec un délai suite à une surveillance ou qu'on opère maintenant, il n'y a pas plus de complications de la chirurgie qu'on la faisait plus tard. Puis il n'y avait pas non plus de changement au niveau de la survie des patients, puis pas de changement au niveau des métastases dans le cou ou des métastases à distance. Fait que ça aussi, c'est rassurant. Donc, je vous ai parlé de la surveillance active des cancers quand ils sont dans la thyroïde. Fait qu'on peut faire ça. On peut aussi surveiller d'autres choses. On peut surveiller des ganglions. Fait que si on a eu un cancer de la thyroïde, on l'a fait opérer. Il y avait peut-être de la maladie ganglionnaire aussi, parce que vous savez que le cancer papillaire de la thyroïde, là, ça allait me donner des petites cellules microscopiques, parfois dans les ganglions du cou, autour de la thyroïde. Et donc, ça se peut que le risque de récidive n'est pas zéro chez certains patients. Ça se peut que les ganglions veulent revenir, qu'on en voit sur nos échographies au cours du suivi. Puis ça aussi, on peut les surveiller sans agir dessus tout de suite. Fait que je vais vous parler de la surveillance des ganglions. Fait que c'est pas tous les patients qui ont le même risque de récidive, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, on va aussi le personnaliser selon une échelle là, que je vais vous montrer ensuite. Puis à peu près comme un tiers de nos patients à peu près qui vont rester avec un petit peu de maladie dans le cou, des ganglions qu'on surveille, on fait des échographies, ça ne change pas, ça reste stable. Et donc, on ne va pas nécessairement réopérer tous les patients tout de suite, tout le temps. Et ça aussi, c'est une forme de surveillance active. Fait en cancer de la thyroïde, on en fait beaucoup de surveillance active, on est habitué à faire ça. Fait que je vous disais là, que comment on décide quel patient a un risque de récidive plus élevé versus moins élevé. Là, ça, c'est tiré des lignes directrices qu'on utilise. On utilise ça à tous les jours. On regarde les caractéristiques du cancer que le patient a eu, puis on essaie de le mettre sur la flèche. Puis selon, plus on monte sur la flèche, plus il y a de risque de récidive. Puis c'est un peu comme ça qu'on va personnaliser notre traitement, personnaliser notre suivi, puis voir si on peut faire de la surveillance. Puis, donc, c'est ça. Quand les ganglions sont petits, quand ils sont stables dans le temps, puis il y a des études qui ont montré que
ça peut rester stable sur des années. Bien, il y a à peu près un tiers de nos patients qu'on est capable de surveiller. Puis il y en a un petit pourcentage là-dedans que les ganglions vont grossir, puis qu'on aura peut-être à réintervenir. On a aussi un marqueur spécifique. Si vous avez un suivi pour un cancer de la thyroïde, vous savez ce qu'est la thyroglobuline, qui est notre marqueur spécifique de cancer de la thyroïde. Mais ça aussi, on s'en sert. On va le regarder. Si celui-là reste stable, mais c'est encore aussi un autre facteur qui nous dit, bien, on peut surveiller. C'est souvent des choses qu'on va expliquer aux patients dans nos rendez-vous, que des fois, de réintervenir trop précocement, bien, ça va donner plus de morbidité d'une intervention chirurgicale que de surveiller sur le long terme. Et que je cède la parole à mon collègue, Dr. Mercier, mais je voulais juste vous remettre les grands principes qui guident notre prise en charge dans le cancer de la thyroïde. Fait qu'on se base sur le risque de récidive, sur pas mal tout ce qu'on fait, puis on veut maximiser les bénéfices du traitement puis minimiser les risques associés à des traitements qui, finalement, peut-être ne devraient pas être offerts à tous. Voilà. Bonjour, moi c'est Dr. Mercier, je suis chirurgien endocrinien au CHUM. Je vais dire merci à Dr. Rondeau qui a déjà passé quelques de mes slides, fait que je vais pouvoir accélérer ma présentation. Donc, je vous présente, en fait, l'objectif, c'était de discuter un peu de l'étendue de la chirurgie puis de la gestion des complications. Donc, comme vous l'a dit Dr. Rondeau, eh bien, les chirurgies ne sont pas dénuées de complications, même si pour la thyroïde, on est relativement chanceux parce que la probabilité de complications est très, très faible, mais ça reste que ça peut être des complications à long terme. Et puis, comme la mortalité spécifique du cancer de la thyroïde est très, très faible, eh bien, les patients vont survivre longtemps avec des complications, donc on n'aime pas, en fait, les complications dans le cancer de la thyroïde. Donc, l'étendue de la chirurgie, fait qu'en gros, les décisions chirurgicales sont relativement bien définies. Fait que si vous avez envie, vous pouvez regarder justement les guidelines à laquelle Dr. Rondeau référait. C'est 133 pages de lecture, pas du tout aride, très facile à lire, qui se lit très bien avant de dormir. Mais dans l'absolu, probablement que ça ne vous intéresse pas, puis c'est tout à fait normal. Donc, j'ai essayé de résumer ça de façon relativement simple. Fait que donc, on a parlé en fait là, d'une hémithyroïdectomie ou de ce qu'on appelle une lobectomie. Donc, en gros, c'est de partir avec la moitié de la thyroïde. Fait que, en chirurgie de la thyroïde, il n'y a pas beaucoup d'opérations possibles. Il y a la moitié, la gauche ou la droite, puis après, la totale. En gros, là, je résume ça de façon simple, puis dans certaines particularités là, où on va pouvoir faire des ischémectomies ou des choses qui sont un petit peu plus particulières, mais globalement, c'est soit la demi, soit totalement. Puis ça, c'est dû à la vascularisation. On ne peut pas essayer d'aller enlever juste le nodule dans la thyroïde à travers le parenchyme. Ça saigne trop. En fait, on n'est pas capable d'avoir le contrôle de l'hémostase. Donc, le principe, c'est de se dire, quand on fait une chirurgie diagnostique, ça veut dire on opère parce que le nodule est indéterminé. On ne sait pas si c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Il est de petite taille, puis la probabilité de cancer est relativement faible. Il n'y a pas rien qui nous inquiète à côté des ganglions qui seraient reliés au cancer ou pas. On va toujours proposer une lobectomie, même si on sait que dans certains cas, on va être obligé de retourner pour enlever l'autre côté. Mais dans un principe de chirurgie diagnostique, on n'offre pas de thyroïdectomie totale ou dans des considérations très particulières. C'est discuté de chaque patient, puis comme vous l'a dit Dr. Rondeau, les considérations du patient rentrent en ligne de compte. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. J'essaie de vous rendre ça relativement simpliste là, pour le moment. Même dans les cancers, l'étendue, on a dit que ça dépendait du risque de récidive post-opératoire. Puis le risque de récidive post-opératoire, bien là, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est la slide qu'on vous a montrée avec environ 40 lignes, puis une flèche qui, plus ça augmente, plus le risque de récidive augmente. Fait que si le risque est considéré comme faible, une hémithyroïdectomie pour un cancer, c'est suffisant. Fait que si on prend la population générale, en majorité, pour un cancer, une hémithyroïde, ça va être suffisant. Mais
c'est pas toujours la même chose. Fait que je voulais vous montrer une petite image, ça vient de la Société du cancer canadienne. Fait que, pardon. Fait qu'en gros, vous pouvez voir... il n'y a pas de pointeur, hein? Pardon, excusez. J'ai essayé de pointer, mais ce n'était pas le bon choix. Fait que vous pouvez voir qu'à gauche, c'est la glande thyroïde qui n'a pas été enlevée. Dans le milieu, c'est la lobectomie. Là, dans ce cas-là, on a fait une lobectomie droite. Les deux cercles noirs que vous voyez, c'est les parathyroïdes du côté droit. Puis ensuite, dans la photo là, complètement à gauche, vous pouvez voir que toute la glande thyroïde a été enlevée. Puis en théorie, il reste les 4 parathyroïdes, c'est de chaque côté. Il y en a 2 de chaque côté. C'est des glandes importantes parce qu'on va en reparler dans les complications, mais c'est eux qui gèrent le calcium. Bon, mais ce slide-là est déjà montré, fait que je passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais en gros, c'est pour dire il y a plein de facteurs à considérer qui vont moduler le risque de récidive d'une personne. Puis c'est toutes ces choses-là que nous, on prend en ligne de compte avant de vous proposer, bien, nous, on pense qu'une hémithyroïdectomie, c'est mieux pour vous, ou on pense qu'une thyroïdectomie totale, c'est mieux pour vous, ou on pense qu'une surveillance active, c'est mieux pour vous, parce que c'est souvent, ça va être de plus en plus, déjà que ça arrive maintenant, mais là, de plus en plus fréquemment, ça va être une solution, là. L'étendue de la chirurgie, pourquoi on s'y attarde? Bien, le principe, comme on en a parlé, c'est que, comme a dit Dr. Rondeau, c'est la bonne chirurgie pour le bon patient au bon moment, puis c'est surtout essayer de minimiser les complications pour des patients qui vont vivre très longtemps. Fait que ça, c'est l'objectif parce que d'effectuer une lobectomie versus une thyroïdectomie totale, ça diminue certains risques, puis entre autres, là, le risque lié à l'hypoparathyroïdie ou à l'hypocalcémie post-opératoire. Fait que ça peut aider certains patients, puis ça offre le même degré de bénéfice au niveau de la survie globale ou de la survie sans récidive. Fait que c'est pas parce qu'on enlève la moitié de la thyroïde pour le cancer que c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est tout à fait suffisant. Fait que donc, comme on sait que les patients vont vivre longtemps, le plus important, c'est qu'il y ait une très bonne qualité de vie, c'est-à-dire pas de complications. Puis c'est pour ça, en fait, que même si les chirurgiens sont bons, on a quand même des complications. Il y a un certain pourcentage, c'est impossible de dire « moi, je fais de la chirurgie de la thyroïde, mais j'ai jamais de complications ». Mais en fait, c'est possible de le dire, mais c'est sûrement pas vrai. Donc, dans l'absolu, il y a très peu de chirurgiens qui peuvent dire ça. Quand tu viens juste de commencer puis tu n'as pas encore assez fait de cas pour avoir eu des complications, ça, c'est le seul moment où tu peux dire « j'ai jamais eu encore de complications », mais ça vient avec le temps, ça. Fait que c'est normal, là, tout le monde a un pourcentage de complications. Fait que là, je vous résume l'étendue de la chirurgie. Encore une fois, grossièrement, chaque situation est spécifique, on le sait bien. C'est juste pour vous donner un peu des idées. Fait qu'en gros, on va essayer de favoriser l'hémithyroïdectomie à moins que le cancer ait plus de 4 cm. Ça, c'est encore une situation où est-ce que régulièrement, on va proposer des thyroïdectomies totales quand le cancer est de plus de 4 cm. Mais encore, ce n'est pas pour tous les cancers, mais pour la plupart des cancers. S'il y a des ganglions qui sont prouvés en biopsie préopératoire, souvent, ça va être des ganglions dans la zone latérale, mais ça peut être des gros ganglions de la zone centrale qui peuvent nous amener à faire une thyroïdectomie totale. Puis là, ensuite, il y a certaines histologies agressives particulières. Je ne vous les ai pas tous nommées, j'en mets quelques-unes à ce niveau-là. Les Tall cells, les Hobnail, les Islet cells, même si la littérature, pour l'instant, n'est pas très claire d'un bénéfice d'adjuvant chez ces patients, il y a quand même une tendance à être plus agressif dans les histologies agressives, même si c'est remis en question, puis probablement qu'à travers le temps, il y a des choses qui vont changer. Puis après, n'importe quelle raison d'enlever le lobe contralatéral, incluant la décision du patient, si le suivi à long cours est problématique, s'il y a des nodules non caractérisés de l'autre côté, il y a certaines situations qui font qu'on pourrait préférer de faire une thyroïdectomie totale, mais ça, évidemment, c'est discuté avec le patient en préopératoire à chaque fois, puis c'est discuté aussi, nous, en comité des tumeurs, en groupe de spécialistes, qu'est-ce qu'on pense si dans cette situation-là, la thyroïdectomie totale serait mieux pour le patient ou pas. Fait que les complications de la chirurgie de la thyroïde, moi, je dis toujours la même chose. En fait, c'est la règle des 1 %. Il y a 3 complications qui sont associées à l'hémithyroïdectomie. Ça peut saigner.
C'est des hémorragies qui sont relativement massives, puis on peut avoir même besoin de retourner en salle d'opération, même si ça reste très, très rare pour les hémithyroïdectomies. C'est moins de 1 %. On parle plus d'un risque autour de 1 sur 1000. Fait que ça reste très, très peu fréquent, mais une complication qui est relativement embêtante. Les infections de plaies, très rares pour le coup, c'est un endroit favorable, peu de bactéries, c'est une zone saine. Fait que pour des patients qui sont en bonne santé, c'est aussi moins de 1 %. On parle de l'ordre de 1 sur 500. J'ai presque jamais vu ça chez ma population de patients. C'est surtout décrit pour des patients qui sont déjà immunosupprimés pour d'autres raisons. C'est des patients qui sont un petit peu plus à risque, mais ça reste très, très rare. Puis en fait, la complication qui nous inquiète le plus, puis pour laquelle on ne peut pas éviter, ni dans une hémithyroïdectomie, ni dans une thyroïdectomie totale, c'est le traumatisme du nerf récurrent laryngé. Fait que le nerf récurrent laryngé, grossièrement, c'est le nerf des cordes vocales. Mais en fait, c'est le nerf du muscle des cordes vocales. C'est lui qui permet aux cordes vocales de vibrer. Fait que si jamais on abîme le nerf, on peut se retrouver avec une raucité de la voix importante. C'est quoi une raucité? C'est une voix rauque. Fait qu'on va avoir une voix comme ça. Fait que donc, ça, c'est pas drôle, puis ça peut être permanent dans certains cas. On dit que le risque est d'environ 1 %, mais 80 % du 1 % est temporaire. Ça veut dire que ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Fait qu'on se retrouve à un risque d'environ 1 sur 500 d'avoir un traumatisme du nerf qui est permanent. Fait que donc, si la chirurgie c'est une thyroïdectomie totale, il y a une complication qui s'ajoute, puis c'est l'hypocalcémie. On appelle ça l'hypoparathyroïdie. C'est une atteinte des glandes parathyroïdes qui occasionne l'hypocalcémie. Puis ça peut survenir dans quand même 1 à 2 % des cas. Fait que c'est pas négligeable. Puis ça, quand c'est permanent, encore une fois, ça peut être temporaire ou permanent, mais c'est 1 à 2 % des cas permanent. Puis ça c'est pas facile chez les patients de manager leur calcium. Ça peut durer quelques mois, voire même parfois, ça peut aller jusqu'à des années avant qu'on trouve une bonne recette pour que le calcium soit stable. Fait que ça dépend des patients. Puis c'est ça qui peut être un petit peu limitant au début là, pour les gens. J'ai presque fini, là, je ne vous inquiétez pas, je me dépêche de terminer. Place de chirurgie ganglionnaire de deuxième intention, on en a parlé aussi avec Dr Rondeau. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, ça, c'est que parfois, on vous enlève la thyroïde, puis il n'y avait pas de ganglion. Puis dans le suivi qu'on fait, comme pour n'importe quel cancer, on effectue un suivi. Puis là, il y a des ganglions qui apparaissent. Puis là, qu'est-ce qu'on en fait, de ces ganglions-là? Est-ce qu'on va les enlever ou pas? Fait que généralement, là, on considère que la maladie ganglionnaire de plus de 1 cm, elle va peu répondre à nos autres méthodes de traitement, entre autres l'iode radioactif. Fait que c'est dans ce contexte-là où on trouve qu'il y a un intérêt pour la chirurgie ganglionnaire itérative, ça veut dire de deuxième intention, ça veut dire retourner en salle d'opération. Le principe, là, ça reste le même. On veut améliorer la survie du patient sans causer de morbidité importante. Habituellement, quand c'est les zones qu'on appelle latérales, il y a moins de morbidité qui sont associées. Les nerfs récurrents laryngés sont en zone centrale. Donc, nous, les chirurgiens, quand il faut aller dans la zone latérale, que ça ait déjà été opéré ou pas, on est moins inquiet des complications à ce niveau-là. Les atteintes centrales sont associées avec plus de morbidité, surtout au niveau des nerfs récurrents, mais aussi des glandes parathyroïdes. Fait qu'un patient qui n'est pas hypopara, quand on retourne en zone centrale, on a un certain risque de le mettre hypopara. Donc, c'est toujours un pensez-y bien. Fait que donc, grossièrement, même chose, là, des principes assez vagues, mais larges. Là. Donc, peu de chirurgie pour des ganglions de 8 mm et moins. Parce qu'en fait, ça a l'air gros, 8 mm, là, sur l'échographie, grossi de 18 fois. En regardant ça, ça a l'air facile, mais opératoire, là, quand on est dans la salle d'opération, que le cou est ouvert et qu'il y a du gras un peu partout, eh bien, c'est pas si facile que ça de trouver des ganglions qui sont de 8 mm ou moins. Puis en fait, même quand on fait ce qu'on appelle des évidements de zones formelles ou qu'on suit les marqueurs anatomiques pour nous, on pourrait oublier ces ganglions-là parce qu'ils ne sont pas toujours où est-ce qu'on pense. Donc, c'est très rare qu'on va s'avancer dans des chirurgies de ganglions de moins de 8 mm. Puis je vous dirais que même habituellement, nous, moins de 10 mm, c'est rare qu'on va y retourner. Fait que, puis les suivis à long terme nous démontrent que même s'il n'y a pas de chirurgie ganglionnaire, on peut observer une stabilisation de la maladie avec une réponse biochimique
Ça, c'est quand on se base là, sur les thyroglobulines des patients. On pense qu'il y a un bénéfice à opérer, mais la question du moment, ça reste, c'est quand le bon moment pour opérer. Puis clairement, ce n'est pas nécessairement tous les patients non plus. Fait que c'est vraiment des décisions qui sont basées d'un patient à l'autre. Fait que je vais repasser la parole à Dr. Myrtil. Ouais, c'est Dr. Lemieux. Donc, notre collègue qui va vous parler des cancers avancés. Bonsoir. Donc, moi, je suis la personne qui appelle quand la chirurgie n'a pas fonctionné, malheureusement. Bon, on va parler des cancers avancés, comment on les traite de façon systémique. Donc, rapidement, ça a déjà été dit ça, mais je vais la présenter d'une manière différente. Donc, on a vu que l'incidence, donc la quantité de cancers par année au Canada augmentait, mais que la mortalité demeure la même. Qui parle mortalité, ça veut dire que malheureusement, il y a encore des gens qui décèdent chaque année du cancer de la thyroïde. Il n'y en a pas beaucoup. On dit que c'est moins de 200 au Canada par année. Donc, s'il y a des gens qui décèdent, bien, à un moment donné, tôt ou tard dans leur parcours, ils vont faire appel à moi, à l'oncologue, qui va essayer de trouver des moyens d'aider le patient. Donc, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis un carré noir. Bien, ça, c'est la diapositive. Vous allez voir, c'est la diapositive d'espoir. Plus que ça, c'est ce que j'ai étudié quand j'ai fait mes examens de médecine sur comment traiter les cancers de la thyroïde quand le reste ne fonctionne plus. Donc, il n'y avait rien. Autrement dit, malheureusement, on avait peu à offrir, sinon de la bienveillance pour le patient. Quand on parle d'oncologue, ce souvent à quoi on pense, c'est à la chimiothérapie, puis aux effets secondaires qui viennent avec. Donc, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ça puisqu'il y a des options. Puis nos options sont clairement plus des petites bombes atomiques comme ça. Donc, vous allez voir, je pense qu'il y a de l'espoir. Donc, moi, j'arrive au bout de la ligne. Quand, malheureusement, on a fait de la surveillance active, quand, malheureusement, on a essayé différents traitements locaux, que ce soit de la chirurgie, de la radiothérapie, puis malheureusement, à un moment donné, bien, la maladie échappe, puis elle devient plus contrôlable, si vous me permettez l'expression, par ces moyens-là. Donc, on va essayer différents médicaments pour essayer de contrôler la maladie. Je vous rassure, il y a moins de 5% des patients qui, un jour, vont arriver dans mon bureau. Donc, la majeure partie des patients vont finir par d'avoir différents types de traitements locaux qui vont pouvoir les aider et les empêcher que la maladie progresse puis à cause des problèmes plus significatifs. Donc, quand on doit traiter, puis est-ce qu'on doit traiter de façon systématique? Donc, pour commencer, qui on traite? Donc, quand on parle de maladies étendues, on parle de maladies le plus souvent qui se sont répandues en bon québécois, qui ont fait des métastases, qui ont quitté la thyroïde, qui sont maintenant soit rendues au niveau des ganglions ou dans d'autres organes du corps. On parlera de gens qui ont une maladie qui est significative, puis je vais y revenir pourquoi, puis surtout une maladie qui est symptomatique. Parce que comparativement à d'autres cancers, si vous prenez le cancer du pancréas, le cancer du poumon, quand la maladie devient étendue, rapidement, les patients deviennent malades. Ce qui n'est pas toujours le cas pour des gens qui ont un cancer de la thyroïde. Et c'est très, très, très important parce qu'on peut vivre avec un cancer plus avancé plusieurs années. Et donc, c'est important parce que si on commence des traitements dès le début, bien, on va peut-être être traité des années sans nécessairement en tirer le bénéfice. Donc, la vitesse à laquelle la progression de la maladie avance est très, très importante. Donc, en soi, le seul fait d'avoir une maladie à distance ou une maladie plus répandue n'est pas une raison de traiter. Il faut choisir le bon moment. Et donc, je vous ai mis ça ici pour exprimer un peu ça, puis je vous demande juste de regarder la courbe en vert. Ça vous montre la survie de patients qui ont une maladie étendue, puis ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vivre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec une maladie comme ça. Si je vous mettais les mêmes courbes pour un cancer du poumon, pour un cancer du pancréas, on ne parlerait probablement pas d'années, mais on parlerait de quelques mois à un peu plus d'un an ou deux avec les nouveaux traitements de nos jours. Donc ça, c'est très, très, très important parce qu'il est possible que vous veniez nous voir puis qu'on vous dise, bien écoutez, la maladie est tranquille, la maladie ne grossit pas rapidement, puis vous n'êtes pas malade. Donc, entre choisir des médicaments qui ne vous guériront pas puis des médicaments qui vont
vous donner des effets secondaires, peut-être qu'il est préférable de simplement observer. Donc, c'est une autre manière de faire de la surveillance active. En oncologie, on appelle ça du watch and wait. Ça veut dire qu'on regarde et on attend. Donc, souvent, on va se fier on va se fier à différents paramètres pour savoir quand est-ce qu'on va traiter les patients. Ça, c'est emprunté d'un site Internet français, mais qui regarde surtout deux choses. C'est à quelle vitesse évolue la maladie, puis de quelle grosseur est-elle. Donc, si on a une maladie là, de petite taille, donc dire moins de 1-2 cm, qui n'est pas mal placée, qui ne cause pas de problème au patient, donc un patient asymptomatique, et qui surtout ne progresse pas rapidement, souvent, on va vouloir simplement observer. Par ailleurs, quand on fait affaire à une maladie de grande taille ou qui évolue rapidement de visite en visite, bien là, à ce moment-là, on va vouloir débuter un traitement. Donc, comment on choisit le traitement? Bien, il y a différentes choses. Puis en 2024, ça a beaucoup, beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans quand moi j'ai commencé à travailler. La première chose qu'on regarde, c'est qu'on regarde de quel type de cancer à qui on a affaire. Dans le cancer de la thyroïde, il y en a différentes sortes. On a parlé un peu plus tôt des cancers bien différenciés, qui sont le papillaire et le folliculaire. Il y a des cancers de type médulaire, qui sont une autre sorte complètement de cancer. Puis il y a un cancer plus agressif qui s'appelle l'anaplasique. Aujourd'hui, le cancer anaplasique, je n'en parlerai pas. La chose qui a changé, c'est que le fait de connaître le type de cancer n'est pas suffisant en 2024. Il faut, avant de commencer un traitement, qu'il y ait des analyses moléculaires qui soient faites sur le cancer. Je vous rappelle que le cancer, c'est une maladie génétique. Donc, tous les cancers n'ont pas nécessairement la même génétique. Et c'est important de savoir à quelle génétique on a affaire parce que différents traitements vont pouvoir s'offrir. On va aussi, en plus des types et de la génétique, se fier aux patients, ses comorbidités. Et fait très important, souvent le patient, il vient nous voir dans notre bureau puis il me dit, écoute, j'ai tout lu ce qu'il y avait à lire sur Internet, de la vitamine C jusqu'aux produits de chimiothérapie, puis il est déçu de ce qu'on lui offre. Bien, il faut savoir qu'au Québec, avec notre régime public, il y a des choses qui sont disponibles, des choses qui sont remboursées. Donc, si vous allez lire l'ensemble de l'Internet, vous allez voir, il y a plein de choses qui ne sont pas remboursées au Québec. Mais soyez rassurés, les meilleurs médicaments, puis les médicaments pour lesquels il y a le plus d'évidence que c'est efficace, ils sont remboursés au Québec. Donc, il n'existe pas à quelque part, dans le fin fond de New York, dans le fin fond de Londres, un médicament plus efficace techniquement qui n'est pas donné au Québec. Et ça, c'est bien important. Donc, je reviens rapidement, le dépistage moléculaire. Tous les patients qui vont commencer un traitement de type médicaments et ou chimiothérapie, vous allez voir dans les faits, on n'en fait pas de la chimiothérapie, doivent avoir une recherche de mutation. C'est nécessaire et ce n'est pas acceptable en 2024 de ne pas l'avoir. On va rechercher principalement 3 mutations, ces 3 gènes dont vous avez les noms là, BRAF, RET et NTRK. Pourquoi ces 3 gènes-là? Parce qu'il y en a une multitude d'autres, mais parce que pour ces 3 gènes-là, quand il y a des altérations, on va avoir des médicaments, puis des médicaments spécifiques. Et on revient à ce moment-là à tout ce qui a été discuté auparavant, c'est-à-dire qu'on essaie de personnaliser le traitement le plus possible. Qui dit traitement personnalisé, dit traitement plus efficace et surtout moins toxique. J'avais du temps libre. Donc, qu'est-ce que seront nos objectifs de traitement? Donc, on a vu le patient, on a décidé qu'il avait besoin d'un traitement pour toutes les raisons qu'on a dit. Qu'est-ce que va être notre objectif? Parce que c'est très important quand on voit l'oncologue de se faire dire qu'est-ce qu'on s'attend au traitement. Donc, malheureusement, il n'y a aucun de ces traitements-là qui guérit la maladie. L'objectif, quand on introduit un traitement systémique comme ça, c'est d'améliorer les symptômes, pallier aux symptômes, essayer d'obtenir une régression, sinon une stabilisation de la maladie. Puis finalement, si on est capable de la traiter, puis on est capable d'obtenir des bons résultats, on va probablement améliorer la survie au bout de tout ça. Donc, étant donné qu'on ne guérit pas la maladie, on s'entend qu'on ne donnera pas des petites bombes atomiques pour essayer d'avoir peu ou pas. Donc, il est très important de mettre dans la balance l'effet du traitement attendu et la qualité de vie qui va découler de l'utilisation de ces médicaments-là.
Donc, de nos jours, on utilise des traitements qui sont intelligents, donc fini la chimiothérapie. Comme disait ma collègue, le one size fit all, ça ne fonctionne plus. Donc, on ne donne pas de chimiothérapie pour le cancer de la thyroïde. On va utiliser des thérapies qui sont dites ciblées, qui se donnent habituellement par la bouche, qui sont beaucoup plus intelligentes, donc, moins d'effets secondaires. Ces médicaments-là font partie d'une famille qui s'appelle, puis ça a peu d'importance, les inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc, ça a un meilleur profil d'effets secondaires, puis c'est simple, ça se donne par la bouche. Puis encore une fois, pas de chimiothérapie. Donc, rapidement, je vais vous parler de 4 médicaments, mais je vais y aller très, très, très court, juste pour vous donner une idée de ce dont on dispose. Donc ici, je vais vous parler de 2 médicaments qui sont disponibles au Québec, qui sont les 2 meilleurs médicaments reconnus pour l'indication, donc dans les cancers bien différenciés, papillaires ou folliculaires, qui ont une maladie étendue et pour lesquels on n'a pas d'option de traitement à l'iode. Donc, le premier, c'est celui qu'on utilise, qui est accepté en première ligne au Québec. C'est un médicament qui s'appelle le lenvatinib. Donc, c'est le traitement de première ligne. Comment il fonctionne? C'est qu'il empêche la formation de vaisseaux. Donc, on peut imaginer que si la tumeur veut grossir, elle a besoin d'avoir de la nourriture. Donc, comment elle fait pour amener sa nourriture? C'est des néo-vaisseaux, c'est des nouveaux vaisseaux. Donc, on va empêcher la formation de ces vaisseaux-là. Donc, l'indication reconnue, c'est une maladie qui est progressive, qui est iodo-réfractaire. Puis, on va le dire encore une fois, chez un patient qui est symptomatique ou presque symptomatique. Les taux de réponse sont très intéressants quand vous comparez ça à ce qu'on obtient normalement en oncologie, des taux de réponse de l'ordre de 65 %. Malheureusement, même si ce n'est pas de la chimiothérapie, il y a quand même un profil d'effet secondaire qui est significatif, où on dit que le 2/3 à 3/4 des patients vont avoir des effets secondaires qui sont significatifs. Ces effets-là étant l'hypertension, la perte de poids, la diarrhée, de la fatigue, un peu de perte d'appétit. Il y a on dit 3/4 des patients, mais quand les patients sont bien pris en charge, sont suivis, vous allez voir, là, souvent, ça devient une médication qui est capable d'être prise à long terme. Puis on va d'ailleurs l'utiliser jusqu'à temps que les médicaments perdent leur efficacité. Puis ce qu'on espère, c'est pour très longtemps. Le deuxième médicament qu'on peut utiliser aussi pour ce type de cancer-là, c'est un médicament qui s'appelle le cabozantinib. Donc, on peut l'utiliser, c'est des gens chez qui on a déjà essayé le lenvatinib et pour qui, malheureusement, ça a arrêté d'être efficace. Ça fonctionne un peu de la même manière, ça agit sur les vaisseaux. Puis les indications sont les mêmes, sauf qu'on l'utilise en deuxième ligne. Et là, encore une fois, on a des résultats qui sont très intéressants. On peut obtenir une stabilité, voire une réponse dans la maladie dans 85 % des cas. Les effets secondaires sont un peu sont semblables à ceux qu'on obtient avec le lenvatinib, puis on obtient des effets secondaires significatifs d'environ 50 % des cas. Donc, on a 2 médicaments qui se prennent par la bouche, qui se tolèrent quand même bien malgré les effets secondaires, pour une population, encore une fois, là, de cancers thyroïdiens bien différenciés. On m'avait demandé aussi de vous parler du traitement par la bouche du cancer médulaire de la thyroïde, qui est un cancer complètement différent, qui peut être associé à certains syndromes génétiques, mais qui peut être aussi arrivé chez n'importe qui. Donc, le premier médicament qui a été accepté dans cette indication-là, c'est un autre inhibiteur de la tyrosine kinase qui s'appelle la vandetanib. Donc, l'indication est ici pour les cancers médulaires de la thyroïde. Ça agit sur différents gènes, mais c'est peu spécifique par rapport à ces gènes-là. Comme pour les autres cancers, on l'utilise chez les gens qui ont une maladie progressive. Et le taux de contrôle, encore une fois, est très intéressant, de l'ordre de 85 %. Les effets secondaires sont de l'ordre de 50 % et l'effet secondaire le plus à craindre avec cette médication-là, c'est certains problèmes d'arythmie. Mais étant donné qu'on fait très attention à tout ce qui entoure la prescription du médicament, souvent, ça devient un problème qui est plus négligeable. On est déjà arrivé au dernier médicament qui s'appelle le selpercatinib. C'est un médicament que je dirais de deuxième génération. Quand je vous ai dit que le précédent agissait de façon non spécifique sur différents gènes, celui-là
est actif sur le gène qui est souvent le plus associé au cancer médulaire de la thyroïde, c'est-à-dire dans 75 des cas. Et il y a un lien entre ce gène-là et le développement du cancer. Donc, on pense, pas juste qu'on pense, avec les résultats, on voit que le fait d'agir sur l'endroit qui a probablement contribué à l'apparition du cancer va montrer une efficacité qui est plus intéressante. Donc, c'est la même chose. Donc, le gène RET est associé au cancer médulaire autant que dans sa forme héréditaire que dans les formes au hasard. C'est une thérapie qui est dirigée, qui est beaucoup plus intelligente que même les 3 dernières que je vous ai dit, parce que ça agit essentiellement sur un gène. Donc, c'est une thérapie qui est dirigée, qui donne de très, très bons taux de réponse et pour lequel on a une bonne tolérance. Les effets secondaires sont plus limités. Ça peut donner certains troubles hépatiques, un peu d'anémie, de la diarrhée. Pour l'avoir utilisé à différentes reprises avec de mes patients, je peux vous dire qu'on obtient des résultats qui sont très, très intéressants. Donc, ces médicaments-là, même si ce n'est pas de la chimio, puis je tenais à insister là-dessus, ça demande une gestion des effets secondaires là, qui est très importante. Puis je pense que c'est un travail qui n'est pas juste de l'oncologue, mais un travail d'équipe. Dans le fond, je vais finir avec le fait qu'on est une équipe. Je pense que chacun des patients qui sont suivis ici sont suivis par l'endocrinologue, souvent, peuvent être vus par le radio-oncologue, peuvent être vus par l'oncologue. On a ici un service qui nous permet d'avoir des pharmaciens spécialisés, puis on a surtout une infirmière spécialisée en cancer de la thyroïde qui nous donne beaucoup d'aide, parce qu'elle, après la visite de 3 minutes et demie dans le bureau, 3 minutes et demie, c'est long, elle pourrait vous le dire, il y a plein de choses qui demandent à être surveillées et puis qui dépassent la gestion des symptômes dans le bureau, le suivi de l'hypertension artérielle, le suivi des médicaments. Et pour ça, notre infirmière pivot là, est un atout essentiel. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est à chacun son traitement, à chacun sa maladie. Donc, on a besoin, en 2024, c'est le premier message, d'avoir un dépistage moléculaire quand on va commencer ces traitements-là. Peut-être que le résultat ne nous permettra pas d'utiliser certains médicaments, mais pour d'autres, ça va être très important. Il faut choisir le bon moment d'amorcer ce traitement-là. Je reviens au fait que le seul fait d'avoir une maladie étendue, ce n'est pas suffisant. Si on est pour vivre 5, 10, 15 ans avec un cancer qui est étendu, c'est probablement préférable de ne pas utiliser un médicament pendant cette même période-là avec les effets secondaires. La pilule n'égale pas l'absence de chimiothérapie et finalement l'importance de travailler tous dans le même objectif, c'est-à-dire au bien-être du patient. Merci. Donc, ceci conclut la partie présentation médicale où vous n'avez pas votre mot à dire. Comme je vous dis, à la suite, vous allez être invité de poser toutes les questions qui sont peut-être arrivées dans votre tête avec ce qu'on vous a présenté. Mais j'aimerais prendre, avant tout cela, j'aimerais inviter Mme Chloé Jalbert, qui est notre patiente partenaire. Parce que, comme vous voyez, le choix du patient est primordial. Donc, souvent, on va arriver, on va vous offrir les options, mais c'est à vous de décider, de nous dire ce que vous voulez pour votre vie et votre traitement. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Chloé Jalbert. Quand Dr Rondeau m'a appelé il y a quelques semaines pour me demander de participer à l'événement, j'ai tout de suite accepté. Je ne savais pas qu'on allait être si nombreux ce soir, mais ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous partager un petit peu mon parcours suite à mon diagnostic de cancer de la thyroïde, le type papillaire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, comment on m'a diagnostiqué le cancer de la thyroïde? En fait, ça a été vraiment un hasard. J'étais à mon rendez-vous annuel chez ma médecin de famille. Puis là, j'étais quasiment sur le bord de sortir de la pièce, puis elle me dit « Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler aujourd'hui? » Puis là, je lui dis j'ai comme un ganglion qui est un petit peu plus enflé là, depuis les dernières semaines, puis tu sais, je me demande c'est quoi. Là, elle me dit est-ce que tu as eu une grippe, un rhume, quelque chose qui fait en sorte que ton ganglion est peut-être un petit peu enflé? Je dis non. Fait qu'elle me dit écoute, je pense que c'est rien, mais je vais te prescrire une échographie, puis vas-y quand tu pourras.
Dans un concours de circonstances, ça a donné que c'était plus relax au bureau à ce moment-là, puis j'ai vraiment été chanceuse, j'ai eu un rendez-vous super rapide pour une échographie. Donc, je me présente à l'échographie. Sur le coup, le radiologue ne me dit rien. Moi, je repars travailler au bureau comme ça. Puis, dans l'après-midi même, j'ai ma médecin de famille qui m'appelle pour me dire, écoute, ce que le radiologue a vu, ça peut ressembler à un cancer de la thyroïde. Moi, je n'ai jamais entendu cancer de la thyroïde. À ce moment-là, il faut comprendre aussi que j'ai 26 ans. Donc, moi, avoir un cancer à 26 ans, c'est comme impossible. Fait que sous le choc, mais elle m'a pris en charge super rapidement, puis elle m'a tout de suite référée à l'équipe du CHUM au niveau là, de tous mes suivis. Puis j'ai été vraiment chanceuse. J'ai été prise en charge super rapidement. Fait que suite à l'échographie, je suis tout de suite rentrée dans le processus. Donc, biopsie pour voir si c'était vraiment un cancer, rendez-vous préopératoire où on m'a expliqué, dans le fond, tous les risques possibles de l'opération. Puis aussi toute la préparation mentale là, de l'opération qui a eu lieu 4 semaines plus tard. Fait que moi, encore là, ça a été très rapide à ce niveau-là. Je me présente à l'opération. J'ai lu toute la documentation possible parce que moi, je suis le genre de patiente un peu fatigante là, qui a tout lu sur Internet puis qui est comme tout au courant de ce à quoi je vais pouvoir m'attendre. Donc, somme toute, l'opération s'est bien passée. Moi, dans mon cas, on m'a retiré la thyroïde au complet. Donc, on a retiré ma thyroïde, puis en ce faisant, ce qu'on m'a expliqué, puis là, je ne suis pas médecin, donc mea culpa, peut-être les termes que j'utilise, là, mais dans le fond, quand ils ont retiré ma thyroïde au complet, ça a affecté mes parathyroïdes, et il y a 2 de mes parathyroïdes qui sont partis, dans le fond, avec ma thyroïde. Donc, tout de suite, en me réveillant de l'opération, moi, le premier test que j'ai fait, puisqu'on m'avait parlé que les nerfs au niveau des cordes vocales pourraient être affectés, j'ai parlé, j'ai dit, OK, je suis safe, ma voix, j'ai la même voix, fait que ça, je suis correcte. C'était un des effets que je ne voulais pas. Puis, j'ai réalisé que je commençais à avoir des symptômes comme quoi je manquais de calcium dans mon sang à cause des parathyroïdes qui avaient été affectés durant l'opération. Donc, au lieu de rester 2-3 jours à l'hôpital suite à l'intervention, je suis restée environ 1 semaine, le temps que la situation se régularise puis que je puisse quitter vers la maison. Donc, 7 jours plus tard, je pars de l'hôpital avec une nouvelle cicatrice à apprivoiser tranquillement, puis aussi avec une dizaine de médicaments à prendre par jour. Parce que, dans le fond, vu que je devais réguler mon niveau de calcium dans le sang, il fallait que je prenne des suppléments de calcium à chaque jour en très grande quantité. Suite à ça, j'ai, dans le fond, eu à réguler mon niveau de synthroïde également. Donc, il y a eu une certaine période d'adaptation à ce niveau-là. Puis, je me suis préparée aussi au traitement à l'iode radioactif. Donc, durant cette période-là, je devais faire une diète de 2 semaines, faible en iode. Donc, je me suis renseignée sur Internet, j'ai trouvé toutes les recettes possibles pour essayer d'avoir une alimentation quand même correcte durant ces 2 semaines-là, parce que vous pouvez imaginer que du sel dans les aliments qu'on mange au quotidien, il y en a beaucoup. Fait que j'ai testé toutes sortes de recettes. Puis, je me suis préparée le mieux que j'ai pu pour le traitement à l'iode radioactif qui venait, dans le fond, cibler si j'avais des cellules cancéreuses restantes au niveau de mon cou. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai été en isolement quelques jours. Puis, après ça, je vous dirais que les grosses étapes de mon traitement étaient derrière moi, puis j'ai pu retrouver une vie normale assez rapidement. Suite à ça, c'est sûr que ça en est suivi des rendez-vous médicaux qui se sont, au fil des années aussi, espacés. Des prises de sang, puis des échographies annuelles qui maintenant sont rendues beaucoup plus espacées, où à chaque fois que j'avais mes rendez-vous, bien, toujours la petite boule au ventre en me disant « j'espère que ça ne reviendra pas, puis j'espère que je vais être correcte ». Fait que je suis chanceuse, depuis 8 ans, j'ai pas eu d'autres symptômes. Je vais très bien. Je suis au top de ma forme. Je m'entraîne 5 fois semaine. Fait que tout va bien pour moi. Et
Vous vous souvenez, je vous ai dit, j'avais mes parathyroïdes qui étaient affectés suite à l'opération, puis que je prenais des suppléments de calcium. Bien, j'étais un peu têtue dans la vie, puis moi, je me disais, bien non, mes parathyroïdes, ils vont refonctionner. Fait que ce que j'ai fait, j'ai testé la machine, comme on dit, puis j'ai diminué, dans le fond, mes pilules de calcium. Puis aujourd'hui, depuis 2 ans, je ne prends plus du tout de supplément de calcium. Donc, mes parathyroïdes se sont mis à fonctionner normalement, comme avant l'opération. Fait que ça, c'est un petit peu mon parcours. Je vous l'ai expliqué un peu en bref aussi, mais je serai disponible si jamais vous avez des questions. Puis je tiens à souligner aussi que avec l'équipe du CHUM, j'ai été super bien accompagnée tout au long de ces 8 dernières années-là. Vous avez une équipe super compétente et bienveillante, donc j'en profite également pour les remercier aujourd'hui. Merci. Donc, juste un petit mot. Donc, ce qu'on voulait aussi vous faire valoir, notre programme de patients partenaires sont des patients comme Mme Jalbert qui ont vécu des choses qui sont semblables à vous et qui sont prêts à... On en a 4 ou 5 qui ont été choisis pour l'équipe de la thyroïde, qui ont eu des soins et qui pourraient répondre à vos questions patient à patient plutôt que docteur à docteur. C'est sûr qu'on est une petite équipe, on grandit, on n'a pas autant de patients partenaires que l'équipe de cancer du sein, malheureusement, mais ça va grandir. Donc, c'est des choses qu'on essaye d'offrir surtout aux gens qui ont comme un nouveau diagnostic. Donc, si vous avez des soucis ou que vous pensez que vous pourrez bénéficier d'un accompagnement qui est plus de pair à pair, bien, faites-nous le savoir, puis on va faire la demande, puis à la Fondation Virage du CHUM. Et si jamais il y en a d'entre vous qui pensent qui sont en stade de leur vie où ils voudraient embarquer dans ce programme-là, bien, faites-nous-le savoir aussi. Le CHUM, bien, c'est sûr qu'il y a des séances d'accompagnement pour comment être un bon patient partenaire. Ils ne sont pas là pour vous soigner, mais plutôt pour vous donner des renseignements autrement. Donc, sur ce, on va passer à la deuxième partie de notre soirée qui va être ce qu'on appelle le panel d'experts où je vais inviter les 3 conférenciers de venir s'asseoir dans les fauteuils qui sont sur scène et Dr Leboeuf et Dr Boucher qui sont 2 endocrinologues de notre équipe. Si vous avez des questions, je vous demanderai de vous avancer vers les micros pour les poser. Et moi, je vais aller m'asseoir à côté d'eux avec ce qui a l'air d'un iPad, donc je retourne comme... Je n'avais pas d'iPad quand j'étais enfant, mais là, j'ai un iPad protégé où les gens sur Facebook posent les questions et où je pourrais les poser au panel. Donc, juste pour vous présenter tout le monde, à ma gauche, Dr Boucher, Dr Leboeuf, Dr Rondeau, Dr Mercier, puis Dr Lemieux, que vous avez vu présenter. Désolée si je suis un peu éparpillée, mais on prend toutes les sources de renseignements pour poser les questions. Donc, commençons tout d'abord. Donc, première question. Dr Mercier. Par la suite des traitements de radiothérapie dans le cou, est-ce que ça modifierait votre approche chirurgicale pour dire l'ablation de la thyroïde devrait être complète dans ce cas-là plutôt qu'une lobectomie? Quand on parle ici de radiothérapie, on parle des gens qui ont eu de la radiothérapie pour d'autres cancers ou d'autres conditions dans leur enfance qui a été concentrée au niveau du cou. C'est une bonne question. Ça peut rentrer en ligne de compte dans notre processus décisionnel avant d'offrir la chirurgie. Ce qu'on sait, par contre, c'est que si la radiothérapie a été reçue après l'âge de 15 ou de 20 ans, habituellement, on ne croit pas que ça expose à plus de risques. Fait qu'habituellement, c'est de la radiothérapie qui a été subie dans l'enfance. Ceci dit, ça va peu modifier notre prise en charge là, du cancer de la thyroïde à proprement parler, même si on sait que cette situation-là est différente pour des cancers qui sont induits par la radiothérapie. Et puis, ça, comme je vous le disais, là, c'est des cancers qui sont en bas âge. Fait que dans
Dans ce contexte-là, on a tendance à offrir plus des thyroïdectomies totales quand les patients ont subi de la radiothérapie avant l'âge de 15 ans. Docteur Rondeau, docteur Lemieux a parlé de cancer iodo-réfractaire avancé. Qu'est-ce que ça veut dire, iodo-réfractaire? En fait, ce que j'avais mentionné, c'est que nous, notre traitement ciblé pour le cancer de la thyroïde après la chirurgie, ça peut être le traitement à l'iode radioactif parce que les cellules du cancer de la thyroïde sont comme les cellules d'une thyroïde normale, puis ils utilisent l'iode. Puis ils vont la capter. Fait que quand l'iode est radioactif, ces cellules-là vont capter les cellules restantes. Là, il peut rester des cellules microscopiques dans le cou, par exemple, mais les cellules restantes vont capter l'iode puis être détruites comme ça. On peut redonner l'iode radioactif quelques fois dans le décours du suivi du cancer de la thyroïde. Souvent, on va l'utiliser parfois 2 fois, parfois 3 fois, quand on a une évidence que le cancer, à travers les années, semble bien répondre à l'iode radioactif. Mais il y a parfois des cancers qui, même dès le début, après une dose d'iode radioactif, parce qu'ils récidivent rapidement après le traitement à l'iode radioactif, on se rend compte que finalement, ce n'était pas ce traitement-là dont le cancer avait besoin. Et donc, c'est plus ces cancers-là qui vont évoluer vers le besoin d'aller vers Dr Lemieux et des thérapies systémiques ciblées. Donc, on teste toujours notre traitement usuel pour le cancer de la thyroïde, qui est l'iode radioactif, avant d'aller vers d'autres options, habituellement. Fait que c'est ça, être iodo-réfractaire, c'est avoir épuisé sa réponse à l'iode radioactif. Et justement, pour enchaîner là-dessus, si on donne des traitements à l'iode radioactif, est-ce qu'il pourrait avoir des effets secondaires? Est-ce que ça peut déclencher d'autres maladies auto-immunes? Est-ce qu'on a des soucis? Oui? OK, parfait. Je te laisse finir. Oui, il y a des effets secondaires. Comme tout traitement, il y a des effets secondaires à l'iode radioactif. Il peut y avoir un peu de sécheresse de la bouche. Ça, c'est comme l'effet secondaire là, duquel on va parler le plus avec nos patients. Puis, dépendant de la dose aussi, les effets secondaires peuvent être plus importants. Ça peut boucher les canaux lacrymaux. Il n'y a pas d'effet secondaire très grave de l'iode radioactif. On se met un seuil de dose, là, mais qu'on dépasse maintenant jamais parce que souvent on se rend compte finalement que le traitement à l'iode radioactif ne va pas marcher si on dépasse une certaine dose. Là. Fait que, on ne le répète pas plusieurs fois, comme je disais, 2 à 3 fois maximum, parce qu'on sait qu'en donnant des doses très, très massives d'iode radioactif, à long terme, on pourrait augmenter le risque de d'autres cancers. Mais on est prudent là-dessus, là. Puis on le sait. Pour ce qui est de la réactivation de maladies auto-immunes, j'avoue que je ne crois pas qu'il y ait de risque de cela avec l'iode radioactif. Fait que c'est un traitement assez sécuritaire. Chloé, Mme Jalbert a mentionné tout à l'heure qu'il faut suivre des précautions radioactives après, mais pour le patient lui-même, là, c'est un traitement plutôt sécuritaire. Donc, je seconde comme endocrinologue, on n'a pas noté de réactivation de maladies auto-immunes avec le iode radioactif. Docteur Leboeuf, le risque de récidive est élevé pendant combien de temps? Il y a plein de monde, après 5 ans, on leur dit merci, au revoir, votre médecin de famille va faire votre suivi. Pour le cancer de la thyroïde, qu'est-ce qu'il en est? Puis j'aurai une deuxième partie après, mais Bien, c'est une bonne question parce que oui, il y a des gens qui vont avoir eu d'autres types de cancers, un cancer du sein, puis après 5 ans, ils se font dire qu'il n'y a pas eu de récidive, tout est beau. Le cancer de la thyroïde il est un petit peu différent. Fait que nous, ce qu'on essaie de voir, c'est ça. C'est quoi les chances que le cancer revienne? Et puis, c'est ça qui va nous permettre aussi de vous surveiller puis de vous offrir les meilleurs traitements, mais de surveiller peut-être plus intensivement, si on veut, là, au tout début. Et puis, plus le temps va passer, plus on voit que finalement, les traitements qu'on a proposés ont donné des bons effets puis que le cancer ne revienne pas, bien, on va pouvoir comprendre que, bon,
plus on avance, moins les chances à ce moment-là sont grandes que le cancer revienne. Par contre, la plupart du temps, le cancer de la thyroïde étant un cancer qui se développe lentement, bien, ça fait que des fois, il peut se pointer le bout du nez un petit peu plus tardivement, ce qui fait qu'on va avoir tendance à vous garder puis à vous suivre longtemps. Puis comme ça, on vous connaît bien, puis on peut échanger une fois par année. Mais donc, c'est un peu ça, en gros. Je ne sais pas si ça répond à la question. Puis la deuxième partie de la question, bien, Dr Rondeau et Dr Mercier ont utilisé la fameuse diapo avec la grande flèche bleue qui nous disait comment on allait décider. Là-dedans, ça a passé vite pour glisser le fait que si certains gens ont certaines mutations, bien, ils peuvent être plus à risque ou pas. Donc, pour le risque de récidive, est-ce que si j'ai un gène BRAF positif, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres actions à poser, d'autres interventions, d'autres soucis? Oui, ça, c'est complexe là, de résumer ça. On a fait des longues études pour arriver à comprendre ça, fait qu'on comprend que c'est difficile à comprendre en quelques minutes. Mais bref, c'est peut-être juste préciser que ça, c'est comme si c'était des petites erreurs qui arrivent dans les cellules. Puis c'est pas des erreurs, c'est pas des mutations génétiques dans le sens qui peuvent être transmises à vos enfants. Fait que c'est quelque chose qui arrive, on ne sait pas pourquoi, mais dans les cellules de la thyroïde. Puis c'est ça, certaines mutations, dont la mutation BRAF, si vous voulez, c'est comme une petite erreur qui est arrivée dans les cellules de la thyroïde, puis qui fait en sorte que là, tout d'un coup, les cellules perdent le contrôle puis deviennent cancéreuses. Puis, c'est une mutation qui, souvent, on va voir, bien, quand on étudie là, les populations, puis les gens qui ont eu des cancers, puis qui avaient cette mutation-là, souvent, bien, c'est des cancers qui sont un petit peu plus agressifs, qui vont se présenter un petit peu plus de façon agressive. Mais il y en a quand même qui sont attrapés très tôt, puis qui ne sont pas encore agressifs. Donc, ça va dépendre du comportement aussi là, du cancer. Fait qu'on ne va pas nécessairement juste paniquer parce qu'on a vu cette mutation-là. On va voir comment le cancer se présentait, puis comment ce qui était son comportement, puis on va adapter notre traitement selon le contexte. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on a discuté que dans le suivi du cancer de la thyroïde, on peut utiliser un marqueur qui est fait sérique, donc dans les prises de sang, qui s'appelle la thyroglobuline, qui est une protéine qui, en principe, n'est sécrétée que par les cellules de la thyroïde, et dont on coche sur vos feuilles de suivi en même temps que votre TSH. Donc, lors du suivi, Dr Boucher, est-ce que la valeur des résultats d'analyse de thyroglobuline est importante ou c'est davantage l'évolution de cette valeur? Si les valeurs étaient non détectables après l'opération et progressent pour être maintenant à 0,6, 0,8, est-ce qu'on devrait être très préoccupé? Merci, c'est une belle question. Je pense que je diviserais ma réponse de deux façons. La première façon, c'est on va d'abord tenir compte du type de chirurgie que la personne a eue. C'est clair que chez quelqu'un qui a eu une thyroïdectomie totale, donc à qui on a enlevé la thyroïde au complet, ce traitement-là a été suivi d'un traitement à l'iode radioactif qui visait à détruire à peu près tout ce qui restait de tissu thyroïdien, on va s'attendre à ce que la thyroglobuline soit assez basse. Qu'est-ce que c'est la thyroglobuline? La thyroglobuline, c'est une substance, on appelle ça dans notre langage une protéine, qui est produite par de la thyroïde seulement. Il n'y a pas d'autre organe qui en produit. Donc, à ce moment-là, quand on a enlevé la thyroïde chirurgicalement, quand on l'a détruite par le traitement à l'iode radioactif, on s'attend que la thyroglobuline, il n'en reste pas beaucoup, à moins qu'il reste un peu de cancer quelque part. Maintenant, il ne faut pas paniquer non plus. Après un traitement à l'iode radioactif, la thyroglobuline ne disparaît pas en dedans d'une journée. C'est une grosse molécule, c'est une grosse substance. Ça peut prendre jusqu'à 120 jours avant qu'on voit vraiment le bénéfice. Fait que ça, c'est une des choses. Et donc, ce que Dr Marchescu a mentionné, c'est qu'effectivement, quand elle est basse tout le temps, bien, pour nous, c'est très, très rassurant. Et puis, quand elle se met à s'élever, bien, c'est comme un signal d'alarme. Là non plus, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. On combine toujours dans notre suivi la mesure de la thyroglobuline
avec la fameuse TSH qui nous dit voir si la dose de synthroïde est correcte, donc si la fonction de la thyroïde est correcte. Puis on va combiner ça très souvent aussi à des imageries. Puis notre imagerie qu'on utilise le plus, c'est l'écho. Donc, une thyroglobuline qui s'élève, pour nous, c'est sûr que c'est un signal d'alarme. On va chercher, voir est-ce qu'on peut identifier d'où est la source de cette augmentation-là de la thyroglobuline. Puis, des fois, on fait face à des thyroglobulines qui vont monter. Petite affaire, rien du tout. Puis, un an après, ça monte encore un petit peu. Et on ne trouve rien. Ça va arriver dans ce temps-là. Alors, on continue dans notre processus de surveillance, comme ce dont on vous a parlé. Juste, l'autre situation, c'est la situation où on a enlevé juste la moitié de la thyroïde. Donc, si on a enlevé juste la moitié de la thyroïde parce que la tumeur était petite, qu'il n'y avait pas d'extension à l'extérieur, puis qu'il n'y avait pas de ganglion, ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus d'iode radioactif. Donc, il reste une moitié de thyroïde en place, qui est la source encore de thyroglobuline. Donc, on peut s'attendre. Avant ça, ce qu'on disait, c'est qu'on peut tolérer des valeurs de thyroglobuline qui sont, par exemple, pour dire un chiffre 30 et moins. De plus en plus, ce à quoi Dr. Michescu faisait référence, l'évolution, c'est la tendance de la thyroglobuline. Donc, après la chirurgie, la thyroglobuline va s'abaisser progressivement, puis on va arriver à une espèce de valeur de base d'équilibre quelques mois après la chirurgie. Puis encore une fois, ce qu'on va regarder, si la valeur de base de la thyroglobuline d'une personne, c'est 10, puis qu'elle reste à 10 tout le temps, on est très rassuré. Si la valeur de base de la thyroglobuline, c'est 10, puis qu'elle se met à monter à 10, puis 6 mois plus tard, 14, puis après ça, là, encore une fois, on va chercher la source. Mais il ne faut pas voir la thyroglobuline comme un peu un ennemi. Au contraire, c'est un outil qui est extrêmement utile pour nous aider à identifier s'il y avait des récidives et de manière très précoce. Merci. Docteur Lemieux, vous qui soignez des cancers à la journée longue, disons que les patients rendus chez vous ont ce type de diagnostic. A-t-on plus de risque d'avoir un autre cancer si on a eu un cancer de la thyroïde? Toujours. De façon générale, on dit que le premier facteur de risque de faire un cancer, c'est de n'avoir déjà fait un. Donc, nécessairement. Mais j'apporterais juste le bémol, pas le bémol, mais il existe certains cancers qui sont héréditaires. Il y a certains cancers dont on a parlé, le cancer médulaire, et ces cancers héréditaires-là sont souvent associés à plus qu'un cancer. Donc, il y a besoin dans certaines circonstances, puis là, ici, je ne suis pas endocrinologue, vous demanderez à mes collègues, mais quand on a un cancer médulaire de la thyroïde qui est héréditaire, il y a des dépistages qui doivent être faits de façon systématique. Pour ce qui est de tous les cancers qui ne sont pas dits héréditaires, oui, ça demeure un facteur de risque, mais il n'y a pas de suivi particulier à ce moment-là. Parfait. Pour faire un petit complément à ce que Dr. Lemieux dit, il existe en effet ce qu'on appelle des syndromes de cancer héréditaire. À ce moment-là, les changements d'ADN qu'on a parlé ou des mutations ne sont pas juste au niveau de la tumeur, mais sont dans vos globules blancs, dans les leucocytes. Donc, c'est ces types-là qui peuvent se transmettre à vos enfants. Ça, c'est plus des syndromes. La thyroïde n'est jamais un gros joueur dans ces syndromes-là. Mais il y a beaucoup de gens maintenant, par exemple, avec le cancer du sein ou du cancer du côlon qui survient plus jeunes, qui vont se mériter des tests en génétique avec des panels de gènes. Et donc, on va aussi découvrir que dans certains de ces syndromes-là, ils peuvent aussi avoir un risque qui est accru pour le cancer de la thyroïde. Ces cas-là sont spécifiques et ça ne rentre pas par la porte de la thyroïde, mais par la porte des autres cancers. Tous les gens qui sont suivis au CHUM en génétique qui ont accès à ces panels-là. Les généticiens nous réfèrent quand même tous les cas, donc soyez rassurés que vous êtes référés pour qu'on puisse regarder si la thyroïde peut être aussi impliquée là-dedans. D'accord? Et il y avait aussi une question que je me permets de répondre parce que je fais un petit peu plus de génétique, mais comment on fait le dépistage moléculaire ou le dépistage génétique? Donc, les tests que Dr. Lemieux vous disait de dépistage moléculaire, ça ne vous affecte pas. Ça se fait sur le tissu qui est déjà enlevé de votre corps et qui est parti en pathologie. Donc, ça demande juste que vous soyez d'accord avec le test, mais ça ne demande pas un don additionnel. Quand on fait des tests de dépistage génétique, donc ceux qui sont transmissibles, on va vous demander de donner 1, 2,
3 tubes de sang qui vont partir, soit rester au Québec, soit partir aux États-Unis pour des tests plus élaborés. Donc, docteur Mercier, est-ce que les nodules peuvent prendre beaucoup de temps pour grossir, pour devenir opérables, ou cela pourrait être assez rapide? Bien, encore une fois, ça dépend de chaque situation. En fait, c'est pas parce qu'un nodule grossit qu'il va absolument nécessiter une chirurgie, parce qu'il peut y avoir des gros nodules qu'on a fait la preuve qui sont bénins, puis qu'en fait, s'il n'y a pas de répercussions symptomatiques sur le patient, il ne nécessite pas d'opération. Puis en fait, la croissance d'un nodule, c'est très variable. En fait, un nodule bénin peut grossir aussi vite qu'un nodule cancéreux. Ce qui nous inquiète surtout, c'est en fait les caractéristiques échographiques du nodule, puis éventuellement la dispersion dans les ganglions qui va plus nous orienter vers un cancer. Mais bref, une situation bénigne ou maligne peut avoir le même taux de croissance pour un nodule bénin ou pour un nodule malin. Fait que c'est pas vraiment ça qui nous oriente vers la prise en charge. C'est plus la globalité du patient. Fait que pour répondre directement à la question, ça peut être vite, ça peut être lent. C'est différent d'une personne à l'autre, puis on ne peut pas le savoir. C'est seulement le temps qui va nous montrer comment le nodule va grandir. Mais c'est sûr que si le nodule grossit vite, vous allez nous voir plus vite, parce que vous allez demander un rendez-vous. Donc, on pourra vous réévaluer à ce moment-là et en discuter. Je vais juste faire une brève pause. On va prendre des questions dans la salle. Moi, d'abord, bravo, merci. Félicitations à vous tous. Très bien vulgarisé, soit dit en passant. Les gens qui sont là, c'est des êtres merveilleux, bienveillants, exceptionnels. Moi, ils m'ont sauvé la vie. Personnellement, en 2016, on me donnait 2 ans à vivre. J'avais un cancer de la thyroïde, ça allait pas bien. J'ai été 14 fois au bloc opératoire, docteur Mercier. Donc, si vous voulez mes protocoles opératoires, les exceptions, j'y coche toutes. Et je voulais juste on a parlé beaucoup de partenariat patient. Je dois vous dire, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Et c'est docteur Rebecca Leboeuf. J'aurai toujours beaucoup de gratitude pour elle. Moi, j'avais début de cinquantaine. J'ai été opéré 14 fois dans 5 hôpitaux différents de la région de Montréal. Et là, on m'envoie au CHUM avec 2 ans à vie. Docteur Leboeuf m'a écouté pour me comprendre, non pas pour me répondre. Et ça fait toute la différence. Ça m'a parlé, on va vous soigner et vous allez devenir un patient partenaire. J'en ai une ici, génial. J'avais un projet de vie avec la maladie. On parle de traitement puis tout ça, mais d'avoir un projet de vie avec le cancer, ça, je le dois à Dr. Rebecca Leboeuf. Aujourd'hui, je suis devenu un patient partenaire au CHUM, au CEPPP. Frédéric Abergel m'a nommé ambassadeur de l'innovation ici. Donc, c'est incroyable. Mais le projet de vie avec la maladie, c'est le meilleur des traitements. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que tout ce que je vivais ne faisait pas de sens. Et Dr. Leboeuf a mis en mots partenariat patient. Donc, ce que l'on vit a une valeur pour nos collègues ici, qui sont bienveillants, extraordinaires. Mais j'ai une question. Ça, c'était mon petit partage, ma question. Parce que je travaille aussi comme patient coordonnateur dans des projets de recherche. Et là, vous allez parler d'ADN, de traitement personnalisé ciblé. Comment vous y prenez pour l'ADN? Parce que j'étais avec le docteur Pavel Hamed pour travailler sur d'autres trucs. Moi, j'ai une inquiétude que le patient donne son ADN. Est-ce que vous avez des réticences de la part des patients à donner son ADN? Moi, c'était ma question. Donc, pour le moment, oui, la recherche continue. Il y a toujours la recherche de gènes. Nous ne sommes encore, malheureusement, pas encore assez riches pour soutenir ce type de banque de tissus ou d'ADN. Mais quand on parlait d'ADN, vous avez tous accès. C'est la RAMQ qui vous le paye pour l'analyse sur votre tumeur. Donc, comme vous disiez, docteur Lemieux, vous n'avez pas besoin d'aller chercher aux États-Unis, en Europe, chez nos voisins. On a tout pour vous offrir pour faire la recherche des gènes qui pourraient changer notre traitement.
C'est sûr qu'on est des humains. On veut tous en savoir plus et on pousse fort pour que ces panels-là soient de plus en plus larges et qu'on participe à des recherches. On est un centre universitaire. Des fois, on vous sollicite pour qu'on garde vos données en banque pour pouvoir faire des analyses puis dire comment les choses vont progresser. Donc, soyez pas surpris si vous voyez ce genre d'initiative de nous. C'est que M. Legris parle, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives où on essaie d'avoir des banques où on mettrait du sang ou du tissu puis qu'on pourrait découvrir des nouvelles gènes. C'est comme ça qu'on avance parce que le séquençage puis le moléculaire peut se faire maintenant en 15 minutes, c'est qu'il prenait 3 semaines auparavant. D'accord? Mais pour l'instant, même un petit pays, on peut tout offrir et on est à l'avant-front. Et la raison pourquoi on en parle, c'est parce qu'il ne faut pas être juste au CHUM puis à Montréal. Vous devez savoir ce qui se passe autour de vous et ces techniques sont accessibles pour tout le monde au Québec. Le spécimen de pathologie peut voyager sans vous, venir se faire analyser à Montréal. Et il y a des programmes qui ont été faits et coordonnés pour que tout ça, ça soit accessible à n'importe qui. Pour m'occuper d'une banque de tissus pour d'autres types de cancers, il y a un peu de réticence, mais de moins en moins de réticence parce que souvent, en fait, c'est des analyses ADN sur l'ADN de la tumeur. Fait qu'habituellement, ça n'a pas d'impact à savoir qu'est-ce qu'on va trouver d'autre exactement. Ce qui nous inquiète, c'est souvent des analyses de mutations spécifiques qui ne sont pas de genre d'analyse où est-ce qu'on va analyser tout au hasard, tout chercher ce qu'on connaît, puis trouver des choses qu'on ne voudrait pas nécessairement trouver. Fait qu'habituellement, là, ce que le Dr Lemieux faisait référence, c'est quand même des recherches de mutations relativement spécifiques. Ce n'est pas des panels larges, ce n'est pas des séquençages en exons complets. Donc, on n'a pas, quand les patients ont des réticences, c'est certain qu'on va adresser le problème avec eux, mais habituellement, on n'aura pas de mauvaises surprises. Ce n'est pas de ce contexte-là. Là. Fait qu'habituellement, ça ne va pas amener de gènes problématiques ou autre chose qui sont trouvés. À moins que là, on est orienté dans un dépistage génétique spécifique, mais souvent, en fait, on va aller chercher quelque chose de précis. Fait que oui, on peut trouver des variants qu'on appelle de signification indéterminée, mais comme c'est sur quelques gènes plus précis, on n'a pas tendance à avoir plein de mauvaises surprises indéterminées qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, puis qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, puis tout ça. Là. Fait que ce genre d'analyse-là n'entraîne pas ce genre de questionnement-là. Et aucune de ces analyses est obligatoire ou vous êtes imposé, aucune de ces analyses qui est faite sans que vous soyez au courant de qu'est-ce qu'on teste et pourquoi et quelles pourraient être les implications là-dessus. Là. L'équipe de génétique a des conseillers, des généticiens. On n'est pas ici, on prend puis on voit après. Là, d'accord? Donc, soyez rassurés que, on vous parle des grandes banques, mais c'est dans tout le monde qu'on se fie sur qu'est-ce qu'ils trouvent puis sur des gènes. Bon. Passons à quelques autres petites questions, plutôt du domaine de l'endocrinologie. On parle souvent de TSH, on n'arrête pas d'ajuster de centroïdes et tout, ça fait partie de tous les bilans. Est-ce qu'il y a des valeurs particulières de TSH qu'on vise dans le cancer de la thyroïde? Dr. Boucher? Oui. En fait, premièrement, la TSH, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Donc, la TSH, c'est une hormone. C'est une hormone qui est produite par la glande hypophyse qui est située au cerveau. Et cette hormone-là stimule la thyroïde à produire des hormones thyroïdiennes. Maintenant, si on n'a plus de thyroïde puis qu'on ne prend pas d'hormones thyroïdiennes, l'hypophyse va essayer de réagir, produire plus de cette hormone-là pour en dire, mais ça ne marche pas, il y a un manque d'hormones thyroïdiennes, là, et de pousser sur la thyroïde pour qu'au bout du compte, elle finisse, mais il n'y en a plus de thyroïde. Donc, on va se retrouver dans le sang avec une valeur de TSH qui va être élevée. Pourquoi on ne veut pas une valeur de TSH dans le sang qui va être élevée? Donc, ça s'appelle TSH, c'est Thyroid Stimulating Hormone. Donc, c'est une hormone qui va aller stimuler des petites cellules thyroïdiennes s'il en reste quelques-unes, puis elle ne fait pas de différence entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir une substance dans le corps qui va stimuler la croissance de cellules thyroïdiennes qui resteraient. Donc, pour empêcher ça, quand on enlève la thyroïde, bien, on donne des hormones thyroïdiennes. Donc là, bien,
l'hypophyse va arrêter de s'exciter. Elle va comprendre qu'il y a un remplacement thyroïdien normal. Et on va donner suffisamment d'hormones thyroïdiennes pour freiner cette production-là par l'hypophyse et de maintenir des taux qui sont relativement bas de TSH, vont se situer entre généralement 0,5 et 2. Si la maladie est avancée, si la maladie est assez importante, alors à ce moment-là, on va vouloir freiner la TSH encore plus basse. Donc, il va nous arriver d'avoir des valeurs de TSH qu'on va viser même en bas de la norme. Et ça, c'est un grand changement dans les 10 dernières années où on faisait une approche, comme l'a mentionné Geneviève, one size fits all, tout le monde traitait pareil. Maintenant, on va titrer la quantité, on va décider de ajuster la quantité d'hormones thyroïdiennes en fonction du niveau de TSH qu'on va vouloir. Et plus le risque de récidive est élevé, ou plus la maladie est présente, on va vouloir une TSH plus basse. Et moins le risque est élevé, quelqu'un qui a un très faible risque de récidive, on va maintenir des valeurs dans les taux normaux, mais on essaie de ne pas aller trop en haut de 2. Là, on a vu des graphiques. La thyroïde, ça favorise les femmes. Ça favorise les femmes quand elles ne fonctionnent pas vite, quand elle est trop vite. Ça favorise les femmes dans le cancer. Là, vous parlez des hormones. Certaines femmes vont arriver à la ménopause. Est-ce que les hormones de la ménopause puis la thyroïde, le cancer de la thyroïde est en lien? Est-ce qu'il faut se préoccuper? Rebecca, Dr. Leboeuf. Qui est l'heureux élu. Oui. La réponse simple, c'est que non. La ménopause, c'est un phénomène naturel qui arrive à la moitié de la population. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact. On pense, en tout cas, qu'il n'y a pas vraiment d'impact sur les hormones féminines et le fait d'avoir un cancer de la thyroïde. Il y a eu beaucoup d'études pour essayer de voir s'il y avait un lien, mais il n'y en avait pas. Ceci dit, c'est certain que les gens qui prennent du synthroïde, puis les femmes qui vont prendre du synthroïde et qui entament une ménopause, il peut y avoir des fois des perturbations aussi qui font qu'il faut ajuster la dose de synthroïde pendant cette période-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aussi quand ça arrive, puis on fait des prises de sang pour ajuster le tout. Là, je vois une question dans la salle. Oui. Excusez-moi, juste prendre le micro pour les gens sur Facebook. Nous, on vous entend, mais comme ça s'enregistre en Facebook Live. Merci. Désolée. Alors, j'avais une question concernant le synthroïde. Il y a quelque temps, j'avais fait une recherche pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du synthroïde. Parce que ça faisait depuis l'âge de 18 ans déjà que j'avais eu le synthroïde à l'intérieur de ma diète. J'avais commencé à 1 point, après ça, c'est monté à 1,5 et ainsi à 1,75. Je sécrétais trop de lait maternel. Bref, je n'étais même pas enceinte. Mais ma question, quand je suis allée voir la composante, puisque j'avais fait mes cours de chimie de matériel, j'avais vérifié, il y avait du sucre de bonbon et du lactose. Puis là, c'est dernièrement, il y a quelques années, je me suis aperçue de ça. Puis je me suis aperçue que j'avais beaucoup, qu'on appelle de réactions dans mon corps, me parlait beaucoup concernant des crampes, des douleurs très fortes concernant le lactose et le sucre. Mais que là, je me gratte la tête, je me dis, comment ça se fait que là, j'ai du synthroïde, j'ai toujours ces douleurs-là? À partir du moment où j'ai fait le choix d'arrêter le synthroïde, mais j'ai vu vérifier, voir ce qui s'est passé. Et étrangement, j'avais plus de douleur. Je ne peux pas comprendre pourquoi. Je sais qu'il y a le synthroïde, mais j'ai aussi vérifié que je suis tombée aussi par le peu des hasards. Il y avait un autre médicament qui avait été servi en France, je ne me rappelle pas où, mais qui n'était pas au Canada. C'était un autre médicament qui était autre que le synthroïde. Donc, ma question est, est-ce que les autres pays comme la France ou l'Europe ou quoi se servent uniquement du synthroïde pour guérir les problèmes pour la glande thyroïde, s'il vous plaît? Bien, il y a deux formes à vrai dire, le synthroïde, c'est le nom commercial qu'on utilise parce que c'est celui qui est le plus utilisé au Québec, étant donné qu'on a le plus de doses pour ajuster. Mais il y a deux formes le synthroïde compose l'hormone l'hormone que la thyroïde sécrète en temps normal, qui s'appelle la lévothyroxine. Même au Québec, il y en a deux sortes. Et le synthroïde n'est pas la seule pilule qui contient des traces de lactose puis de sucre, parce qu'on ne peut pas juste faire une molécule qui flotte. Pour que les gens puissent l'avaler,
Il faut l'enrober de quelque chose. Donc, il existe dans beaucoup de pilules, incluant le Synthroid, des traces de lactose, un peu de sucre. Puis, ceux qui prennent du Synthroid savent que des fois, certaines de leurs pilules sont super bien colorées. Bien oui, il y a du colorant alimentaire là-dedans. Certains gens avec des intolérances très importantes au lactose peuvent ne pas tolérer le Synthroid, mais ce n'est pas la composante hormonale qui n'est pas tolérée. À ce moment-là, on leur traite comme quand ils boivent du lait, ils peuvent prendre du Lactaid ou changer à l'autre forme. Donc, il y a toujours des solutions. Donc, ce n'est pas que l'hormone n'est pas appropriée pour eux, c'est d'autres problèmes de santé qui se rajoutent à ça. Mais on dit vraiment que c'est seulement que le Synthroid qui pourrait bénéficier et traiter le problème de la thyroïde? De la lévothyroxine que ça prend. Donc, vous pouvez avoir l'autre. On pourra en parler tout à l'heure en privé, mais il y a 2 formes, ou avec votre endocrinologue, il y a 2 formes. Même au Québec, on a 2 formes, puis l'autre contient moins de lactose. Donc, vous pourriez essayer celle-là. C'est comme du Tylenol de Jean Coutu, puis du Tylenol de Pharmaprix, mais qui est de l'acétaminophène, ou du Tylenol de la compagnie qui fait le Tylenol. Donc, il y a toujours des options. Bonjour, mon nom est Yvan Séguin. J'ai été opéré l'année passée pour l'ablation de la thyroïde par le docteur Apostolos. Ma question, c'est de même, c'est que après le cancer de la thyroïde, on parle des ganglions. C'est-tu relié? C'est-tu parce que tu as eu le cancer de la thyroïde, il y a des chances que tu t'en ailles dans le cancer du ganglion? Et puis, à quoi ça sert un ganglion, puis qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, il faut séparer là, le cancer des ganglions, qui existe aussi, là, que le Dr Lemieux s'occupe plus régulièrement, qui font partie des lymphomes principalement. Mais est-ce que le cancer de la thyroïde peut se répandre dans les ganglions? La réponse, c'est oui. Le cancer papillaire, là, qu'on parlait, qui est le plus fréquent, a presque 40% de ces cancers-là vont s'étendre dans les ganglions. C'est le premier site là, de voyagement, en fait, là, qu'on appelle le premier site de métastase. Fait qu'en gros, dans certains cancers, il faut enlever la thyroïde, mais il faut aussi enlever les ganglions parce que les cellules cancéreuses se sont déjà rendues dans les ganglions. Quand on surveille pour le cancer de la thyroïde, où est-ce qu'on a peur qu'ils reviennent? Bien, c'est principalement dans les ganglions. Ça peut être ailleurs, mais c'est le premier site de récidive habituellement, les ganglions du cou là, qui sont plus ou moins autour de la thyroïde. Il peut aussi parfois revenir à l'endroit où l'on l'a opéré parce qu'il peut avoir des cellules, là, une quantité très, très, très petite de cellules qui restent proches de la trachée ou proches du nerf. Fait qu'il pourrait revenir à cet endroit-là, mais principalement, l'endroit qu'on surveille avec les échographies puis les prises de sang, c'est surtout les ganglions parce que c'est fréquemment à cet endroit-là qu'il revient. Fait qu'il ne faut pas mélanger le cancer de la thyroïde qui revient dans les ganglions puis le cancer des ganglions. Puis à quoi sert un ganglion? Bien, en gros, c'est un endroit où est-ce que le corps, il présente tout un peu ce qui rentre à l'intérieur. Fait que genre, s'il y a des virus, des bactéries, tout ça, c'est présenté dans les anticorps, dans les ganglions, pardon, pour qu'on en fasse des anticorps contre ces substances-là. Fait que c'est comme un des endroits de défense du corps principalement, pour simplifier les affaires. Sur ce, j'aimerais vous remercier beaucoup pour ceux qui avaient fait le voyage pour venir nous voir en personne, à tous ceux qui êtes à la maison. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On vous invite aussi d'aller voir, on a d'autres renseignements qu'on a faits sur le site web du CHUM. Il y a un site web qui est pour le cancer de la thyroïde où on essaie de répondre à certaines de vos questions. Au CHUM aussi, on a fait des fiches santé, donc il y a des trucs de 4 pages pour dire c'est quoi un cancer de la thyroïde, qu'est-ce que ça veut dire une thyroïdectomie, la diète faible en iode, comme Mme Jalbert disait, qu'est-ce que j'avais mangé avant mon traitement en iode. Tout ça, c'est disponible sur le site du CHUM. Pour ceux qui vous êtes ici, vous pouvez venir me voir. J'ai fait une feuille avec les adresses sur le web, le HTTPS et tout, donc je vais vous remettre la feuille si vous le désirez. Et je vous invite à quelques petits bouchées à côté. Nous, on va tous rester présents, donc si vous voulez venir nous voir ou nous demander d'autres choses, bien, on est à votre disposition. Donc, ne partez pas surtout, il y a le traiteur à côté avec des petits bouchées puis un verre de...
Merci à Chloé aussi. Puis, on apprécie vraiment. Puis comme je vous dis, comme patient, ben, c'est vous l'élément principal et c'est vous qui décidez dans quelle direction qu'on avance. Nous, on est juste là pour essayer de vous conseiller puis vous donner un petit peu d'un résumé du savoir qu'on a acquis à travers le temps puis en allant à des conférences que vous allez pas. Et on discute toujours ensemble. C'est jamais juste un docteur. Merci.